Salut, moi c'est Geoffrey, ce podcast c'est Essaye encore et le principe est extrêmement simple. En 1, je reçois un invité qui m'intrigue par son talent, son parcours, la taille de son sexe, mais qui m'intrigue et il y a une curiosité à la base. Et puis 2, on papote de tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, qu'il a raté ou qu'il croit avoir raté ou qui a en tout cas appris quelque chose et qui a fait qu'il a réussi ça ou réussi autre chose. Bref, en 3, essaye encore. Bienvenue, merci d'écouter et voici mon invité du jour. Johan Sauver. Bonjour Johan. Hello. Ça va ? Comment ça va bien ? Ben oui, ça va très très bien. C'est assez comme perturbant cet enregistrement en mode confinement. Tu es dans une espèce de petite tente fabriquée à la maison. Moi aussi. Effectivement. Et Oui, c'est... oui. C'est assez perturbant. Je vais pas rester des heures parce qu'il fait très chaud. Ouais. En fait, il y a une couette sur le côté. Il y a, d'habitude, c'est un super truc. C'est un endroit que je n'utilisais pas. Et c'est absolument génial parce que j'ai mis tout pour pouvoir enregistrer. Et j'ai rajouté une couette, mais je crois que c'est le truc en plus. C'est le truc en plus, vois, c'est le truc qu'il fallait pas, peut-être. Il n'y a pas de fenêtre à portée de main. Non. J'ai de la lumière, c'est génial, c'est super, c'est une vraie petite pièce, hein, mais en revanche, non, la fenêtre s'ouvre pas. Bon. Et puis c'est préférable pour le son. Oui, donc, c'est sûr. C'est un peu chelou. Oui, écoute, c'est amusant. Bienvenue dans ce podcast Essaye encore. Ça s'appelle comme ça parce qu'on va normalement à la fin dire essaye encore. Et Essaye encore. normalement. Et donc l'idée effectivement c'est de parler un petit peu d'échecs, de bides et autres que tu as pu vivre dans ta vie, alors à tout niveau, hein, pro ou même tout, et même la vie perso éventuellement. Ou même quoi ? Non, perso, alors dis-le mot, le mot qu'il faut pas perso, dire. Exactement, peu importe, cette discussion va partir, on ne sait pas où. En tous les cas, sérieusement, d'abord, j'ai envie de te poser une question, parce qu'en fait, ça vient de mon taf à la radio. Je suis pas journaliste et les journalistes normalement on leur dit pour préparer ton interview t'as ta liste de questions machin etc. Moi j'aime pas parce que généralement ils n'écoutent pas les réponses et ils posent que leurs questions. Or sans vouloir taxer les journalistes, après ils font ce qu'ils veulent, mais moi j'aime bien. C'est bâtard. Et moi j'aime bien avoir semi-préparé mon truc. Je sais à peu près qui est en face de moi, mais je vais lui faire dire qui il est. Et donc c'est ma première question, à chaque fois ça les déstabilise un peu. Johan Sauver, en quelques mots, qui es-tu ? Je suis Chantal Goya. Voilà. Tant d'années de tromperie. Ah mais oui, mais qu'est-ce que tu crois ? Je suis Véronique Geneste. Non, je suis Johan Sauver, comédien, voilà, et animateur aussi. Et puis voilà, et être humain, et surtout être humain. Surtout être humain, c'est marrant ça. Du coup ça veut dire que je prends mes petites notes. Est venue d'abord la présentation professionnelle, puis être humain et surtout être humain. Donc c'est quelque chose. Ouais, j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça. L'être humain est quelque chose de très important pour toi. Ah bah c'est la base. Ah bah oui, moi c'est la base de tout, c'est la base de pourquoi je fais ce métier, c'est la base de pourquoi je me lève le matin, c'est la base de pourquoi je vais rencontrer les gens et la base vraiment de pourquoi j'ai fait tant de choses dans mon métier, quoi. Ouais. Et justement, alors... C'est la base de tout pour moi. L'échange, le partage, l'empathie, l'amour des gens, l'amour de la différence, apprendre des gens, être inspiré par eux ou parfois même être inspiré parce que je ne veux pas être comme eux. C'est à chaque fois une inspiration pour moi, les personnes. Ouais. Et l'être humain en général. Du coup, c'est marrant parce qu'en plus, si je suis bien informé, tu as commencé par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui... Comme ça, t'as dit tiens, viens, éventuellement il y a une place, en tout cas pour le doublage, je parle. Pour le doublage, ouais. Oui, effectivement, on m'a dit, j'ai dit ça vient de l'autre, moi j'ai dit bonjour cas. Et il m'a dit voilà, viens, est-ce que t'es comédien ? Et j'ai dit oui. Il m'a fait faire des ambiances où il m'a demandé de me taire et j'étais dégoûté. Mais là, ça pourrait être un bide, par exemple, tu vois, parce que j'ai cru que j'étais une grosse merde pendant toute la journée. Et le soir, il m'a rappelé. Donc moi, je me souviendrai toujours. J'étais sur ma moquette, par terre, en étoile. Tu vois, je vais mourir. Je suis à chier. J'ai une voix à chier. Il l'a vu, il a entendu complètement ma voix, puisqu'il me demandait de me taire.
Et le soir, il me rappelle et il me dit ta voix est très reconnaissable et très intéressante et surtout tu joues très très bien. Donc il y a un rôle qui arrive dans le prochain épisode et je voudrais que tu le fasses. Et ce rôle est devenu récurrent, c'est-à-dire qu'il est resté dans la série en rôle principal toute la saison et toute la série. Et j'ai eu la chance de commencer le doublage comme ça, ouais. C'est quand même pas mal. Donc tu vois, à croire bide, qu'on a fait un bide absolu que tu croyais. en doublage, et ça te fait devenir un acteur qui s'éclate en doublage, entre autres, et qui s'amuse, et qui sait s'amuser, et qui travaille depuis quasiment tous les jours en doublage. Ouais. Ouais, voilà. Alors, comédien de tout court, de base, avant le doublage, il y a eu de la télé, donc il y a la scène, il y a la télé, il y a derrière le micro, Ouais, moi j'ai commencé par le chant au départ. Ouais. J'ai commencé par le chant, donc la scène, surtout le théâtre. Je faisais tous les palais des congrès, les trucs comme ça. Je représentais la France et j'étais au conservatoire et à la maîtrise de Radio France et maîtrise de Paris. Et donc j'ai fait ça professionnellement. Donc j'ai surtout commencé par le théâtre et les opéras, les comédies musicales, etc. Donc j'ai surtout commencé et avant tout par la scène et très vite par la télé par la suite. D'accord. Et pourquoi le chant au démarrage alors ? Comment t'es arrivé à chanter ? Un hasard, encore une fois, un gros bide dans ma vie. Moi, mes parents se sont séparés. Je croyais que et puis bon, voilà, je vivais des trucs très très difficiles. J'ai été propulsé chez ma grand-mère. Et en plein milieu de l'année, c'était vraiment très très dur et elle m'a dit il faut que tu fasses un truc, donc tiens on va chercher du karaté, des scouts, n'importe quoi, il faut que tu fasses un truc extrascolaire. Et je suis allé dans plein de trucs, il y avait de la place nulle part et à un moment elle dit oh tiens il y a une chorale là à l'église et j'ai dit bon bah tiens oui d'accord, enfin j'ai rien dit d'ailleurs, elle m'a dit vas-y, va faire le casting va rencontrer le chef de chœur de la chorale. Et ce jour-là, il y avait un petit couloir, je m'en souviendrai toute ma vie, et j'ai pris la première porte. Et en fait, la première porte, c'était un casting. Et donc moi, je suis rentré, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un casting, j'avais 8 ans. Et je suis rentré, on m'a demandé mon nom, je trouvais ça totalement logique. Donc voilà, je dis Johan Sauveur, bonjour, avec ma petite voix de l'époque. Et puis et je suis reparti en me disant ils sont bizarres ces gens, ils m'ont filmé et tout, c'est étrange. Enfin bon, je comprenais pas trop, je m'en foutais. Et puis je suis revenu et le lendemain, elle me dit comment ça s'est passé. Je dis je sais pas, je m'en fous, c'est bizarre, ils m'ont rien dit, ils m'ont pas fait chanter ni rien. Et le lendemain, ils ont rappelé ma grand-mère en disant bon ben voilà, Johan a été pris pour chanter à Bercy dans une semaine. Et ma grand-mère n'a rien compris parce qu'en fait c'était un casting qui n'avait rien à voir avec la chorale, qui était juste dans les mêmes locaux, c'est-à-dire tu vois des petits locaux à côté de l'église. Et j'ai commencé du coup mon premier truc à Bercy avec le journal de 13h de Yves Mourouzi à l'époque et tout. Et je me suis retrouvé en couverture de VSD au bout d'une semaine. Je n'ai rien compris. Tu m'étonnes, j'ai rien compris. À 8 ans, tu m'étonnes. Comment tu le vis à 8 ans justement ça toi ? Parce que t'es un enfant quoi. À 8 ans, tu comprends pas en fait. Donc moi, le seul truc, la seule chose que je comprenais, c'est que j'aimais. J'aimais donner, j'aimais partager, ça sortait de moi. En fait, c'est venu comme un électrochoc en moi, quelque chose de tellement bon, une lumière en moi que je pouvais partager avec tout le monde. Et à l'époque, je parlais pas beaucoup. J'étais, on peut dire, diagnostiqué autiste. Et du coup, j'avais énormément de problèmes pour communiquer. Et il s'est avéré que par le chant, par la comédie, j'ai pu communiquer en étant réellement moi-même et en partageant l'amour que j'avais pour l'humanité, pour les gens, pour ce que je faisais. Et donc, du coup, je me suis toujours accroché à ça. Ce truc d'enfant, je l'ai toujours eu et je l'ai reconnu très, très vite. Et après, du coup, j'ai continué comme ça, mais je l'ai très bien vécu. En revanche, ce qu'il y avait autour, je le vivais pas super bien parce que c'est quand même un métier d'adulte dans lequel j'ai été à partir de l'âge de 8 ans, un métier professionnel. Et les adultes de l'époque, en tout cas pour moi, n'étaient pas super bienveillants tout le temps et n'avaient pas l'impression, enfin peut-être n'avaient pas encore l'ouverture d'esprit qu'ils étaient avec des enfants et que c'était peut-être pas leur rôle d'être là 24 heures sur... Enfin, on travaillait énormément. Maintenant, il y a beaucoup plus de règles et de lois, mais à l'époque, ouais, j'étais tous les soirs. Et tu étais peut-être d'autant plus réceptif à tout ça, ouais. De par ton côté comme ça, un peu justement, on va dire sensible, et enfin, tu captais peut-être plus ça qu'un enfant peut-être. Oui.
Bah, je captais tout comme j'étais pour ça du coup très bon, on me demandait beaucoup Et en plus, oui. et je me souviens que quand j'ai mué, ça a été un second beat dans ma vie, c'est que j'ai cru que toute ma vie s'effondrait, d'un coup je ne pouvais Oui. plus chanter et je me suis dit je vais plus pouvoir faire ce que j'aime et j'étais vraiment mal et surtout j'ai eu l'impression que les adultes allaient plus m'aimer et là j'ai compris que en fait c'était à moi le don. Ce qu'on m'avait donné et que je me suis dit qu'est-ce que tu as envie de vraiment faire Johan et ce moment-là donc j'avais 15 ans, 15 ans quelque chose comme ça, je me suis dit je veux devenir comédien complètement en fait, je vais arrêter le chant et là je me suis lancé et une semaine plus tard j'étais en tournée. Ah oui, une semaine, oui, c'est assez rapide quand même. Ouais. Ah, moi, je me laisse pas le temps. Et c'est ça aussi c'est ça qui est assez incroyable, c'est que dans la vie, tu vas rencontrer, effectivement, étant petit, tu rencontres des gens très exigeants, avec un enfant, mais au moins ça m'a formé. C'était très dur, mais ça m'a formé à savoir ce que je voulais et à savoir bosser. Et très vite. Et en tout cas, très vite. Pas bosser vite, mais savoir très vite ce que je veux faire Ouais. et plonger dans cet amour universel que je ressens quand je joue, quand je chante ou quand j'anime une émission. Ce partage que j'ai avec les gens qui vont regarder ou qui sont dans le public, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever parce que je le ressens, ça. Et c'est un amour qui est absolument inconditionnel pour moi. Je ressens la connexion entre humains depuis tout petit grâce à ça. Ouais. Et comment tu fais alors pour la ressentir, cette connexion parce que tu parles de scène, donc là évidemment les gens sont là, sauf en ce moment évidemment, mais sinon pour être comédien sur scène également, mais après comédien pour un film ou pour une série, ou ici en doublage encore plus, t'es toi très très en arrière du public pour le coup. Ouais, mais tu sais pour qui tu travailles en fait. Et moi, je travaille. Je sais que quand j'aime travailler, quand j'aime ce que je fais, quand j'aime le rôle, que je m'investis, c'est comme un cadeau. Tu vois, tu es content d'offrir quelque chose, donc tu vas choisir ton cadeau, tu vas dire ah ouais, ça va être génial, et puis tu fais un beau paquet, tu te dis ah ça va être super, et après c'est la surprise. C'est la personne qui va le recevoir, c'est la surprise. Et quelle que soit la réaction, il y aura une surprise. Il y aura quelque chose qui va se mettre en route chez l'autre être humain. Et c'est ça le lien. Il va être dégoûté, ou il va trouver ça nul, ou il va trouver ça génial, ou il va trouver ça sympa, ou drôle, ou triste. Et tu vas pouvoir lui offrir une émotion, lui offrir un moment que tu as créé et quel que soit comment il va être reçu, moi mon premier travail c'est de le faire du mieux possible avec tout l'amour que j'ai et toute la conscience de ce que je suis en train de faire. Et pour KD2A par exemple, quand j'étais animateur, au départ je me disais merde, comment je vais faire pour être tout seul à l'écran parce qu'il n'y avait pas de public. Et en tout cas pas de public, j'entends, il n'y avait pas de public comme dans une... Voilà. Et du coup, je m'étais dit, mince, comment je vais faire? Et en fait, je m'éclatais tout seul. Et le premier public, c'était William, qui était le caméraman, un des caméramans principaux, et le chef-op, et qui avait les yeux qui riaient tout le temps. Et c'était mon premier public. Et je lui offrais le cadeau et quand j'ai vu la première semaine comment ça se passait, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je continue à n'écouter que mon cœur et de l'offrir et de l'ouvrir et de l'ouvrir à chaque fois et de m'éclater le plus... En fait, mes mots, c'est souvent amour, authenticité, vérité. Et c'est ça, en fait, pour moi, le point d'honneur. Et c'est entre autres pour ça que parfois j'ai arrêté des trucs, que j'ai cru que j'avais raté des trucs. C'est que je me suis dit, je suis trop vrai, c'est que je peux pas tricher. Et si je triche, je vais offrir un cadeau merdique de merde et je ne peux pas. Ce n'est pas du tout qui je suis. Donc du coup, je suis tellement relié à mes valeurs que ce ne sont pas mes valeurs et jamais je ferai ça. Et du coup, à chaque fois qu'on m'a demandé de le faire, j'ai arrêté et souvent je me suis dit, ça y est, tu as raté ta carrière ou n'importe quoi, mais ça a toujours rebondi sur quelque chose d'encore plus extraordinaire en fait. C'est pour ça que tu dis, parce que depuis le début tu dis j'ai failli bider, ou j'ai cru que j'avais bidé, ou j'ai cru que j'avais raté, et en fait on découvre quand tu racontes que bah non, ça t'a amené ailleurs, non. Et surtout t'es resté. Et surtout en fait je me suis aperçu que c'est dans notre tête le ratage, parce que qu'est-ce que tu rates à essayer?
la seule chose où tu peux revenir, c'est au point de départ. Ouais. Donc, il n'y a pas de ratage. Il y a juste avoir essayé. Et bon, je lis beaucoup de bouquins sur Einstein, sur Oui, tous ces Deepak grands. Chopra, sur plein de gens comme ça. Et c'est vrai que Einstein, il dit, si j'avais pas essayé, je sais pas, mille et quelques fois cette théorie, à essayer de la développer, de mieux la comprendre, je ne serais jamais tombé sur la vraie théorie. Donc en fait, c'est ça, c'est rater. C'est à chaque fois, c'est essayer. En fait, ça n'existe pas pour moi. C'est essayer. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le courage en soi de se dire, on va vers l'inconnu, mais allons-y. Et la seule chose qui puisse arriver, c'est de revenir au point de départ, mais avec en plus un bagage de se dire, ah ok, c'est pas là, c'est pas cette porte-là. Bon, on va taper à la porte d'à côté. C'est comme si tu vas chez quelqu'un, t'as l'adresse, mais tu sais pas si c'est la porte de droite et de gauche et que t'oses pas et que du coup tu restes là pendant 15 ans devant la porte. Ça sert à rien. Autant taper, voilà, la fille elle te dit, bah non, c'est pas ici. Hop, l'autre fille elle te dit, oui, c'est là. Et puis voilà. Il n'y a rien de grave. Après, c'est dans le mental de te dire... de croire que t'es la porte, quoi, de dire que t'es pas la bonne porte. Oui, parce que t'as quand même aussi dit que tout à l'heure, quand tu croyais avoir raté un truc, dans le moment où tu le vis, t'as raté un truc. C'est qu'après que tu peux savoir que t'avais pas raté finalement. C'est ça. Et c'est à partir de cette expérience, de ce chemin, que t'arrives à te dire, en fait, mais c'est con, je me fais des stress monumentaux pour des trucs qui n'existent pas. Parce que, ok, c'est parfois dur à avaler, il faut accepter que c'était pas là où tu devais aller. C'est comme en amour, d'accepter que c'est peut-être pas la bonne personne et qu'on t'apporte pas le bonheur que tu veux. Et c'est dur, c'est difficile de faire des choix, mais tu te dis, mais c'est obligatoirement le bonheur est ailleurs. Pour moi, de dire non à quelque chose ou de dire stop, c'est dire oui à et d'autres, activer autre chose. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a des gens, ils s'arrêtent souvent à la première partie. En ce moment, le développement personnel est beaucoup là-dedans, de dire faut pas s'arrêter. Justement, les gens qui ont réussi, c'est les gens qui ont réessayé. Oui, mais ça veut pas dire réessayer un truc qui est pas fait pour toi. C'est pas buter comme tu disais tout à l'heure dans la porte pendant 15 fois et qu'elle ne s'ouvrira jamais parce que c'est pas la bonne. C'est vraiment. Il y a un truc qui est génial, c'est que j'ai appris ça au fil des années aussi. Je me suis toujours dit, je laisse la chance aux gens. Tu vois, souvent, les gens font des erreurs. Ok, mais quand l'erreur devient plurielle, là, c'est à moi de dire stop. Et c'est ce genre de choses, c'est pareil pour la porte. Tu vas pas continuer à taper à la même porte. Tu dis, bon, allez, je prends au début, les devants. Le mec a peut-être pas entendu, je retoque, je réessaye. Et puis après, au bout d'une heure, si ça n'a pas ouvert, c'est bon, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est dur en tant que comédien. Parfois, on te dit, mais oui, mais tu as fait du chant, tu as fait du théâtre, tu fais du cinéma, tu fais des tournages à la télé et tu fais du doublage. Et on te dit, t'es comédien de doublage ou t'es ceci ou t'es cela. Mais non, parce qu'il y a 50 000 portes et pour moi, ça n'apporte pas la même chose. Le doublage, c'est très difficile. C'est un milieu qui, parfois, est très difficile humainement parce que, voilà, il y a des gens bienveillants, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et c'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, moi, en tant que personne individuelle, je prends plaisir à travailler pour le public et à travailler avec les comédiens que je double. Donc du coup, ça surpasse même le négatif que j'arrive à avoir à côté. Mais c'est pas pour ça que je suis un comédien de doublage ou un comédien de théâtre ou un comédien de cinéma ou de télé ou un animateur. Oui, non, tu n'es pas dans une case, quoi. Voilà, j'ai un kiff et c'est vrai que à chaque fois que je kiffe, ça marche. En fait, donc du coup, je fonce. Il faut ressentir, quoi. Le corps est tellement important pour ça et le cœur, surtout dans nos métiers. Et c'est pour moi c'est mon baromètre. D'accord, ouais. En revanche, très souvent, je me suis pendant pas mal d'années, je me suis retenu de dire stop. Et plus maintenant. Et merci le confinement pour ça d'ailleurs. Ah, comme quoi. Encore plus. Comme quoi, effectivement. Encore plus. Après, déjà que ça avait commencé avant, mais encore plus. J'allais dire après, ouais. ça vient, j'imagine aussi avec l'âge. Plus on grandit, plus on est mature, plus on avance dans l'âge, plus des fois on dit non à des gens ou merde parfois même. Bah oui. Enfin.
Ouais, voilà. Et puis si la personne ne comprend pas un non, tu lui dis un merde, effectivement, parce qu'il y a un moment, faut raisonner aussi, il faut lui parler, hélas, dans son vocabulaire. Peut-être qu'elle entend que ça. Mais bon, moi, merde, je le dis pas souvent, mais je dis stop assez virulemment à certains moments où ça dépasse pour moi mes valeurs. Quoi. Ce n'est plus mes valeurs. Donc en fait, c'est quand on est tous des enfants pour moi à des moments, et il faut savoir dire attends, stop, la limite, elle était là-bas. Tu vois, donc s'il te plaît, reviens là-bas et puis tu crosses pas la limite, quoi. Mais il faut savoir le dire avec beaucoup de bienveillance, et c'est ça qui est le plus difficile à travailler, je pense, sur la colère, quoi, de pas rentrer dans des colères, parce que moi je peux très vite rentrer. Avant, en tout cas, je pouvais très vite rentrer dans des colères parce que l'injustice ou des choses comme ça me faisait vraiment décoller. Et maintenant, je me suis calmé en me disant, bon, bah écoute, explique-le plus calmement, ça passera mieux. Et alors justement, la réaction des gens quand, imaginons, il y a un moment comme ça, quelqu'un va un peu trop loin, tu lui dis stop, il comprend pas, ou ton explication n'est pas entendue. Toi, là pour le coup, tu le vis comme un truc que tu rates, genre t'as pas su t'expliquer, ou c'est l'autre qui n'a pas su comprendre? Longtemps, j'ai cru, oui, que je ratais, on va dire, mon explication, et que tu vois, ce côté incompris est un peu difficile au départ. Et je me suis dit, en fait, tu ne peux pas calquer qui tu es sur les autres. Donc, si la personne n'est pas apte à comprendre ce que tu es en train de lui raconter, je pense d'ailleurs à des essais que j'avais fait pour un gros film blockbuster où la directrice de plateau était très désagréable. Et pourtant, j'étais un comédien, c'est un comédien que je doublais. Et je lui ai dit, en fait, au milieu d'une phrase, parce que vraiment, elle me lançait sur des... Tu vois, elle te donne des indications très négatives, très, très désagréables sur l'humain, tu vois. C'est des choses vraiment... Et je lui ai dit, et à un moment, je lui ai dit, stop, en quoi ça peut m'aider? Oui, au contraire. En quoi tu crois que ça va m'aider en tant que comédien? C'est ça, et elle n'a pas compris parce que c'est sa façon d'être, en fait. C'est sa façon de faire, et pour elle c'est OK d'être comme ça, et du coup je me suis dit, tu lui as dit, je lui ai dit écoute, c'est pas bienveillant et je me vois pas travailler avec dans ce sens-là. Et elle n'a pas compris, elle m'a rappelé après, elle m'a dit mais est-ce que je t'ai fait du mal? Et je dis oui, ça fait mal en fait quand ça n'a rien à faire dans le boulot en fait, et que ça n'apporte pas à moi, à mes valeurs de comédien, ça n'apporte rien de mal parler à quelqu'un. Et je trouve qu'on se doit le respect, tous, le respect d'être différent, le respect d'être des personnes différentes, c'est magnifique, parce que si on avait les mêmes pièces d'un puzzle, on pourrait jamais faire ce putain de puzzle à 2000 pièces, et là, à des millions de pièces, et si ce n'est des milliards, et du coup... C'est juste parfois d'apprendre, il faut apprendre tes valeurs aussi aux autres, apprendre des leurs, apprendre de leurs valeurs. Et c'est difficile, et ce n'est pas entendu. Et effectivement, cette personne après m'a dit pardon, je suis désolé, etc. J'ai entendu ses excuses, mais par exemple, elle ne m'a pas pris sur le film pour ça. Parce que donc après, c'est ce que je me dis, là le dialogue il passe encore moins, c'est-à-dire que ce n'est carrément plus artistique. C'est-à-dire que si exister en tant qu'être humain avec des valeurs, ça enlève à ton talent, ça n'a plus rien à voir, donc c'est parfait. Et au début, je l'ai très mal vécu le premier jour. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est parfait, Johan. Ce n'est pas quelqu'un qui est pour toi. Voilà. Alors, donc du coup, le bid n'existe pas. Voilà, c'est un peu le fond du propos depuis le début, mais même s'il existe sur un instant quand tu le vis. Justement, c'est sur cet instant-là, j'aimerais revenir. Comment c'est comment quand tu le vis mal, genre sur l'instant, c'est quoi? Tu parlais d'être allongé tout à l'heure sur la moquette en étoile. Enfin, tu pars en déprime. Mais moi, j'ai vécu des trucs. Pardon, non, vas-y. Je disais, juste, tu pars dans des déprimes, ou est-ce que c'est plus léger entre guillemets? J'ai vécu des trucs où, je suis très sensible. Et tu vois l'incompréhension de dire mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Pourquoi en fait? Et de vouloir souvent dialoguer, pour eux, pour beaucoup, ils veulent débattre. Alors qu'on n'est pas là pour se battre, on est là pour partager. Et c'est assez difficile de te faire comprendre quand tu veux débattre, parce que chacun reste sur sa position et veut que l'autre adopte soit sur sa position. Au lieu de partager et d'apprendre que l'autre est complètement différent et qu'il pense totalement différent de toi. Et très souvent, oui, ça fait mal. Moi, ça me fait mal en tout cas. Mais je préfère pleurer ou être mal, en tout cas de lâcher et de me dire
cette personne n'est pas pour moi, plutôt que d'y retourner tous les jours et d'être avec des gens qui ne sont vraiment pas pour moi tout le temps. Donc du coup, c'est pas un bide parce que derrière, pour un oui, il y a toujours, pour un non, pardon, il y a toujours un oui. Donc du coup, c'est pour quelqu'un de plus bienveillant et c'est ce qui se passe à chaque fois. Je travaille avec des gens extraordinaires, que ce soit en télé, que ce soit en doublage, que ce soit au théâtre. Et à chaque fois, j'ai rebondi. Ça fait plus de 34 ans que je travaille et je travaille tous les jours sauf en ce moment. Du coup, pendant le confinement où je n'ai absolument pas travaillé. Et sinon, pour info, tu as 40 ans, donc tu as travaillé dès 6 ans. J'ai pas entendu. Pour info, tu as 40 ans, donc tu as travaillé dès 6 ans. C'est ça, voilà. Bonsoir Paris. Je sais pas, ça fait 32 ans. T'as dit 36. Bonsoir, je suis mytho. Ah oui. Oh écoute, et moi j'ai jamais été bon en maths. Donc je m'en tape. Mais bon voilà, ça fait une trentaine d'années que je travaille. Et du coup, ça m'a. Et je n'ai jamais arrêté. Et c'est pour ça que j'ai confiance. Et il faut le muscler. C'est comme un muscle pour moi. À chaque fois, je me dis, c'est pas facile de faire passer à certains moments, mais il faut accepter l'autre tel qu'il est. Et toi, t'accepter encore plus aussi en te disant, moi, ça ne me convient pas. Voilà. Et du coup, ça peut être. Tu vois, c'est dur de dire, par exemple, moi, après KD2A, j'ai dit non à des émissions. Et ça a été dur parce que j'avais envie de continuer la télé. On me proposait des super trucs, mais je ne le sentais pas. Je sentais que ce n'était pas des choses qui allaient me faire marrer et me faire évoluer. Donc du coup, j'ai dit non à pas mal de trucs. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais quoi, ça va être, je vais vivre un bide total. Et non, en autre fait, chose parce arrive que derrière, il y avait autre chose. Ouais, il y avait toujours autre chose. J'ai fait 12 000 trucs. Après, je suis parti aux États-Unis. Après, j'ai tourné un long métrage là-bas. Après, j'ai tourné une série avec eux. Après, je suis revenu en Angleterre, en France, etc. Je faisais des allers-retours. Le doublage était tout le temps là. Et du coup, moi, j'étais tout le temps dans le doublage plutôt. Parce que c'est pas le doublage qui vient. Enfin, bon, bref, c'est nous qui travaillons. Quoi. Ça vient pas tout seul, mais en tout cas, voilà, tu étais toujours actif dans le doublage. Genre voilà, c'est pas une personne le doublage, tu vois. Et du coup, j'ai eu la chance de savoir dire non, mais au moins maintenant là où j'en suis, je suis hyper raccord avec moi-même. Mais ça, c'est aujourd'hui. Parce que tout ça, c'est très peace, très sain. Mais oui, j'imagine que tu n'y arrives pas du jour au lendemain. Et à 15 ans, tu n'as pas ces réactions-là. Mais non. Mais même encore maintenant, je me prends des trucs et ce n'est jamais agréable. De toute façon, ce n'est pas un moment où tu te dis oh, quel bonheur, je vais dire non. Voilà, c'est des vrais. C'est quand tu es le moment, moi je le sens vraiment, quand tu es à ce moment de choix où tu as à droite et à gauche et tu te dis ok, il va falloir que je laisse la droite ou la gauche, j'en sais rien, et il va falloir que je dise non. Et c'est une prise de position, mais en même temps, il faut avoir la force et c'est ça qui est à muscler, c'est sa confiance de dire si je dis non, il y a un oui derrière et de le savoir. Et c'est juste un vrai muscle pour moi. C'est un training, quoi. Et en revanche, ce n'est jamais agréable. Moi, combien de fois je suis revenu chez moi en me disant c'est la fin du monde, je suis nul. Combien de fois je me le suis dit, mais ça, c'est le mental qui revient à des vieilles rengaines de quand on rate et qu'on croit rater en tout cas. Alors que... on te prouve... là, tiens, par exemple, j'ai fait... là, je suis en confinement, donc du coup, je m'occupe de plein de trucs pour le futur et j'ai jamais eu le temps de faire mon site internet. Et là, du coup, j'ai un coach qui me dit Yoann, maintenant, là, aujourd'hui, tu fais ton site internet. Et je dis mais attends, je sais pas. Il me dit délègue, trouve quelqu'un, etc. Il me donne des pistes et tout, mais j'ai stressé en me disant que j'étais une grosse merde, que j'y arrivais pas, que ceci, que je savais pas où aller, qu'un gna. Et je l'ai fait. C'est à chaque fois que je ressens ça, je dis alors tu sais quoi Yoann, tu fonces dans le tas et tu y vas. Tu ne peux pas rater, tu vas apprendre. Donc du coup, c'est pas que tu es nul, c'est que tu n'as jamais fait. Donc c'est normal, tu ne connais pas, c'est un chemin que tu connais pas. Tu vas pas te dire ah oui, c'est à droite, à gauche, machin, tu connais pas, donc tu y vas. Et j'y suis allé et l'univers m'a récompensé, j'ai rencontré quelqu'un de génial alors que j'ai rencontré des gens, rencontré au téléphone. J'ai eu des gens, mais des gens irréels, qui faisaient un métier qui était plus de la vente et du commerce que justement moi ce que j'attendais d'un
de trouver quelqu'un qui serait en rapport, en tout cas apte à écouter mes envies pour un site et qui j'étais pour pouvoir le mettre en image. Et du coup, je l'ai rencontré en dernier. Alors, et parce que j'ai tenu le coup et en fait, et j'ai su dire non d'ailleurs à la personne qui était juste avant. J'ai fait, écoutez, vous savez quoi, le devis, envoyez-le. Mais là, que ça se passe, effectivement, c'est pas, je pense pas que je vais aller vers vous. Et juste après, j'ai reçu, et bizarrement, la photo de la personne, je m'étais dit, ah putain, il a une bonne bouille de sympa, il a l'air gentil, il a l'air pro, etc. Et quand il m'a appelé, le premier truc qu'il m'a dit, c'est ah mais vous êtes Yoann Sauveur, celui qui fait les émissions, qui la voix de Zac Efron, puis j'adore ça. Et je me suis dit, le mec, il connaît déjà mon CV. Par définition, voilà, c'est trouvé. Et je regarde son site et en premier, c'était mon travail d'abord, c'est l'empathie. Connaître mes clients pour pouvoir faire un site sur eux. Et là, je me suis dit, mais ce mec est juste parfait. Et en fait, je l'ai trouvé en 10 ans. Voilà. Donc, et pourtant, pendant une demi-journée, mais je te dis pas comment dans ma tête je me suis insulté. Hein. J'étais nul, j'étais à chier, et t'y arrives pas. Tout le monde a un site internet, t'as bien vu, tu vas tout le temps sur internet, tu vois. Et ben ça c'est que des sites. Donc pourquoi t'as pas le tien? Ben non, mais ça fait des années qu'on me dit fais ton site et je suis là. Ah non, je vais pas y arriver. Et en fait tout ça c'est des rengaines quoi. C'est des rengaines du mental. Ouais. Du coup, tu as fait passer une sorte de casting aux gens pour ton site. Oui, j'avais pas pensé à ça, mais ouais. Tu t'as inversé la situation. Les castings, j'imagine, c'est compliqué aussi, ça à gérer. Parce que tu te remets en cause mais les castings au début, à chaque fois. Ah non, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est-à-dire que moi, j'y allais et je me disais, mais c'est pas possible, je vais... Enfin, tu vois 200 personnes dans une salle en train d'attendre et tu sais que c'est juste c'est les 200 de 1 heure, puis toute la journée, quoi. Et t'arrives, alors toi, t'es bien sapé, t'as fait tes efforts et tout. Puis au bout d'un moment, ça m'a tellement saoulé que je me suis dit, tu sais quoi, tu vas y aller, mais à fond, mais tu t'en fous des fringues, des machins, des trucs. Et j'y suis allé comme j'étais. Et c'est à partir de ce moment-là, et je me souviens de ce sentiment, et c'est le même sentiment que j'ai ressenti quand j'étais petit à 8 ans. Et maintenant, je me raccroche à cette énergie-là. Et à chaque fois que j'y vais, je dis bang, c'est ça en fait. Et j'en avais rien à battre de paraître ridicule ou quoi que ce soit, parce qu'il faut pas avoir d'ego dans ce métier. Et faut en avoir un, faut vouloir se montrer, mais pas le mauvais ego, on va dire, celui de oh là là, je suis touché, oh là là, je suis blessé. Et du coup, c'est ça. Et du coup, j'ai décroché le truc, mais je l'ai senti. Je savais que c'était moi. Je savais en sortant que c'était moi. Mais les castings, mais combien de fois tu tombes sur des trucs et tu fais mais moi je me souviens d'un truc. Allez, on veut savoir. Non mais tu vois, c'est que il y a un directeur de casting que j'adorais, qui était vraiment pardon, excuse-moi, qui était vraiment génial. Et j'allais faire des castings super pour lui, pour des films, pour des gros trucs. Ouais. Et un jour, il m'appelle pour une pub. J'étais un peu dans la dèche. Et du coup, je lui dis OK. Et il me dit, ouais, c'est pour une crème pour le visage. Donc je dis, waouh, super. Et en fait, il fallait... Attends, oui, c'était... Je me souviens qu'il me dit... Donc, tu es devant la caméra, tu as dit oui au casting et tu as signé le fait de vouloir participer au tournage. Ouais. Et il était hyper content que je dise oui. Et j'ai compris pourquoi après, parce que j'aurais jamais dit oui si j'avais connu la pub. Et en fait, je devais avoir un pot de terre sur la tête en disant ma peau est fanée ou je sais plus quoi. Et à la fin, t'as plus le pot et t'as une belle peau, quoi. En gros, il fallait que j'ai des boutons au début avec un pot de fleurs sur la tête. Et je dis mais c'est qui a inventé ça? Et c'est pendant le casting où j'ai dit mais je peux pas, je n'arrête pas de rire, c'est impossible, je ne veux pas avoir ma tête à la télé avec un pot de fleurs. Oui. et oui, et les castings, il y a des choses improbables et je me suis dit je suis grillé, le mec il va plus jamais me rappeler pour des longs métrages et tout. Il l'a mal pris pendant un petit moment, c'est vrai. Enfin, mal pris, j'en sais rien. En tout cas, il m'a pas rappelé pendant un petit moment. Mais après, il m'a rappelé. C'était bon, quoi. Mais il a compris que les pots de fleurs, tu me les payes. Non, c'est pas. Non, tu mets pas un pot. Pourquoi tu disais qu'il fallait pas avoir d'ego? Non, mais il y a une différence entre
vendre un truc contre l'acné avec un pot de fleurs sur la tête et vouloir devenir comédien et te dire tiens j'ai envie de défendre des rôles avec des valeurs et des trucs comme ça, tu vois, là c'était une niveau histoire valeur, c'était un peu limité. différente, quoi, tu vois. Moi qui me faisais plus rire, mais j'ai plein de trucs comme ça où il y a des moments où tu te dis mais c'est un métier de psychopathe et il faut savoir dire non. Et parfois, effectivement, notre métier, comme le tien, est un métier qui pourrait paraître, en tout cas, difficile dans le sens où on peut être viré, c'est fragile. Donc, mais je pense que c'est en sachant dire non aussi que ça se consolide. Ouais. Alors que ça pourrait paraître en disant ben non, si tu dis non, tu te fais virer. Mais il y a un moment, moi, je suis persuadé que le talent est plus fort que les amitiés, les inamitiés, les inimitiés. C'est ça? Comment on dit ces mots-là. Les puteries voilà, et autres. qui Voilà. peuvent... Le talent prime avant tout. Ouais. Après, et d'où du coup le fait de te retrouver à travailler avec des gens qui ne pensent que comme ça, forcément avec les autres, ça ne marchera pas, évidemment. Donc... Bah non, et puis, mais c'est hyper anxiogène en plus, parce que quand tu restes qu'avec ces gens-là et que tu supportes, moi parfois je me disais, mais je vais devenir comme eux. Ouais. Mais c'est pas possible. Je peux pas. Et du coup, il y a des moments, tu es obligé de mettre tes limites, et quand ces gens-là veulent te voir à côté et veulent être tes amis, c'est hyper dur aussi parce que tu es obligé de dire non parce que c'est hyper toxique quoi. Et du coup ouais, mais ce métier il mélange tout en plus. On mélange très souvent, je dis mais moi aussi je mélange très souvent. On veut se créer des familles, on est très famille machin, on mélange un peu tout quoi. Donc oui, il est plus dur, oui, j'imagine bien d'avoir un horaire de travail avec une vie au travail et une vie en dehors du travail, puisque ce sont des gens avec qui tu partages beaucoup plus finalement que du travail. Si c'est du théâtre, il y a des répètes, il y a des moments de vie. Si c'est peu importe, mais c'est toujours plus que le simple travail. Mais ouais, le théâtre, c'est tellement fort ce qu'on vit en répète, mais c'est vraiment un partage tellement fort. T'es toute la journée avec les gens et tu vas piocher dans tes émotions, tu vas chercher, c'est une vraie recherche de tout ce que tu as à l'intérieur et tu le fais avec des gens toute la journée. C'est vrai que le soir, si on te demande ce que tu veux manger, pâte ou riz, ça peut paraître un peu moins, un petit peu plus fade, oui. Tu vois, mais il faut... Voilà, c'est vraiment des gens qui sont importants, donc c'est important de les choisir aussi et de choisir ce pourquoi tu vas t'exprimer. Le côté justement, la valeur et qu'est-ce que ça pourra apporter, quel est le message, avec qui tu vas le faire, si les personnes sont bien intentionnées, en tout cas, personne je pense n'est mal intentionné, mais en tout cas si ça colle avec toi et tes valeurs et comment tu fonctionnes et que t'aimes fonctionner. Je vais être un peu plus pessimiste en disant que certaines, si, je pense que leur premier point, c'est d'être mal intentionné par moment. Ça doit arriver, ça doit exister. Ouais, ça reste humain. Ouais, oui, ça voilà, c'est humain, ça. Et dans ces cas-là, alors là, le nom, il est très clair. Alors justement, tu parles de pas mal de fois depuis tout à l'heure de oser dire non et qui te mène au oui. Est-ce que ça t'est arrivé plutôt l'inverse, de dire des oui à regret, là où tu aurais dû dire non? Oh bah oui. Bien sûr. Mais combien de fois j'ai dit oui pour faire plaisir, mais ça m'est tellement arrivé, mais bien sûr. Puis après t'apprends quoi, encore une fois, et il y a des moments où tu le sens, mais gros comme une maison, que ça va pas bien se passer, et tu dis oui pour être sympa. Alors ça, mais combien de fois j'ai été sympa, et en fait tu te rends compte que tu as été sympa pour la personne, mais pas du tout sympa pour toi. Ouais. Donc là, il y a un moment, tu te dis peut-être que la prochaine fois, parce qu'après quand tu as mis en œuvre ce genre de truc, pour revenir dessus, c'est quand même c'est encore plus difficile. C'est toi en plus qui passe pour je sais pas qui, ou je sais pas quoi. Et ça, c'est encore plus difficile à faire entendre à quelqu'un. Donc oui, le nombre de fois que j'ai dit oui, mais bien sûr. Ah bah oui. Mais et du coup, tu vas au bout quand c'est comme ça, genre je sais pas, c'est arrivé pour une pièce ou un film, j'en sais rien. Tu assures le truc jusqu'au bout. En général, je vais. Disant que c'est pro et. Non, je vais
Non, d'ailleurs, tiens, non, j'ai des exemples où j'ai arrêté parce que non. Avant, oui, j'allais jusqu'au bout et jusqu'au bout, c'était quand même de la bouse. Ouais. Donc, jusqu'au bout, c'était n'importe quoi dans tous les sens, hein. C'est-à-dire que ça n'allait pas du tout là où Non, je ça, pensais que ça allait ouais. aller. Donc, il y a eu un moment où je me suis dit, il va falloir qu'à un moment, si on n'en est pas, tu vois, au tournage ou aux répétitions ou n'importe quoi, de dire non. Ouais, ouais. Ça m'est arrivé pour une pièce deux, trois pièces de théâtre. Il y en a une vraiment qui me revient à l'esprit où je devais jouer. J'avais en plus fait le casting, tu vois, donc je m'étais investi dans la production, etc. Et en fait, c'était tellement loin de moi ce qui était en train de se passer. Il y avait tellement de mensonges, de choses comme Mm. ça, que c'était tellement pas clair qu'il a fallu que pour moi, je dise non. En revanche, j'ai appris aussi de l'autre, c'est que j'avais emmené avec moi une comédienne que j'aimais bien parce que je voulais vraiment la voir au théâtre et je voulais qu'elle explose, je voulais jouer avec elle, voilà, j'ai pas mal joué avec elle. Et en revanche, je lui ai laissé le choix en lui disant, moi, je vais dire stop, mais je te Ouais, laisse ouais. le rôle, enfin voilà, je te Oui, tu laisse t'es la uniquement possibilité retiré, toi, de l'existence du truc, voilà, mais moi je me pas. Ouais, retire, ouais. mais toi ne te retire pas, etc. Et c'est marrant parce que les gens l'entendent pas obligatoirement de la même Ouais. façon. C'est-à-dire que pour elle, elle l'a mal vécu parce qu'elle m'a dit mais pourquoi? Et je lui ai dit mais ce n'est pas mon rôle en revanche de cancaner ou de dire oui mais moi j'aime pas ça, machin, je rentrerai pas là-dedans. Donc du coup, toi si tu le ressens, fais-le parce que le rôle est pour toi. En revanche, moi je vais partir parce que c'est personnel, ça m'est personnel ce qui se passe avec la prod. Et du coup c'est difficile à entendre parce que parfois ça peut être vécu comme une trahison, tu vois, c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce qui s'est plus ou moins passé avec Laura. Mais du coup, moi je suis clair et je trouve que j'ai laissé la place à son existence et au fait que, eh ben, elle avait le droit de continuer, comme elle avait le droit de me faire la gueule, comme elle avait le droit de tout, mais qu'en tout cas moi je vais m'écouter et que c'était pas ok pour moi, mais ce qui ne veut pas dire que ça peut pas être ok pour quelqu'un Mm. d'autre. Et Et ça c'est difficile à ouais, entendre ouais. Bah parfois. oui, mais c'est indépendant de c'est ce que l'autre reçoit. C'est pas ce que t'as C'est envoyé ça. Et moi, après, ce que nécessairement. l'autre reçoit, je Ben peux c'est rien y ça, ouais. faire. Ouais. Ce que l'autre comprend de ce que je lui dis, je peux rien y faire. En revanche, moi, je sais exactement pourquoi je l'ai Et fait. du Ouais. coup, t'es. Et avec amour et vraiment une ouverture énorme pour laisser la place à l'autre, à son choix, au rôle qui était parfait pour elle. Et par exemple, sur cet exemple-là, hein, parce que ça m'est déjà plusieurs fois arrivé, mais du coup, voilà, c'est des histoires de vie comme ça où tu te dis, bah, Oui, c'est ça. c'est Après, en même génial, on temps, réagit pas tous de la même théâtre ou façon. pas théâtre, après, en même temps, effectivement, ça arrive dans des tas de situations et il y a plein de gens. Donc, oui, c'est humain, tout simplement. Ouais, C'est ouais. humain, voilà, c'est humain, et c'est pas pour ça que la personne, il faut la détester ou enfin, je sais pas, voilà, ça reste une personne qui est qui elle est et qui a fait un choix. Et toi, si t'en fais un et qu'il n'est pas en accord avec tout le monde, tu ne peux pas. Et de toute façon, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Oui, Donc, autant être soi-même. c'est une belle phrase. Et du coup, tu le vis mal quand cette personne ne comprend pas. Là, enfin, cet exemple-là Bien ou sûr, non. bien Et sûr. mais du coup, ça te. Comment dire ça, ça pourrait te miner, voire t'énerver dans le sens où c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est pas ce qui est M'énerver, reçu. Tu non. vois, c'est pas ce que j'ai dit, et pour autant, c'est pas ce qui est compris non plus. Enfin, t'es comme. M'énerver, non. Me faire de la peine, oui. Ouais. Me faire de la peine parce que l'incompréhension, c'est difficile quand tu mets tout ton amour. Tu vois, quand tu te dis, bah tiens, moi, j'essaye d'ouvrir le cursus, enfin, j'essaye d'ouvrir à fond pour que l'autre ait sa place, son choix, et que ce ne soit pas fait sur un médire, Ouais. mais sur son ressenti, et de lui laisser la liberté d'être qui la personne est. Et oui, ça fait de la peine parce que quand tu fais un geste que tu trouves honorable, c'est très difficile pour toi d'accepter aussi qu'il ne soit pas accepté Oui, en tant c'est que tel, double. mais ressenti différemment. Et du coup, ouais, bien évidemment que moi, ça me fait énormément de peine. Donc après, je ne vais pas m'expliquer pendant 15 ans. Je pense à être assez clair en général dans la vie. Et si ça crée quelque chose chez l'autre, je ne peux rien y faire. À part lui redire Oui, la même voilà. chose que ce que j'ai dit avant.
qui est un message d'amour et de laisser la place à l'autre, de laisser la place à son choix, à sa vision, à sa carrière, à son talent, sans vouloir obliger les gens à me suivre. Oui, donc il y a quand même des choses qu'on ne maîtrise pas, bien que des fois on maîtrise le oui ou non au départ, dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr, ouais. Mais y a on ne pourra, et c'est là où c'est lâché et que c'est difficile et que c'est un vrai travail, et c'est ça aussi, c'est un muscle à ouvrir. Ouais. En revanche, là, c'est plus à muscler, c'est à élargir, c'est de te dire, je peux moi me maîtriser, c'est-à-dire savoir être vraiment clair avec le message que je veux laisser passer de mon cœur ou ma vision des choses, qui n'est pas la vision, qui est ma vision. Mais en revanche, il faut bien évidemment accepter que l'autre aussi a sa vision et peut ne pas comprendre ta vision. Ce qu'on disait tout à l'heure, échanger, non pas débattre, ou rallier à sa cause, à sa vision, à sa... C'est ça. Et on ne peut pas rallier quelqu'un. Après, on peut avoir des affinités, mais on peut s'apprendre aussi de ne pas se comprendre. Moi, ça m'a appris que, sur ces petits points-là, moi, ce que j'avais considéré comme quelque chose de bon envers quelqu'un pouvait être considéré complètement à l'inverse. Et c'est être humain, c'est chacun sa vision et ses filtres. Donc du coup, et c'est pas pour ça que la personne, je ne l'aimerais pas, ou que ça me fait au contraire encore plus aimer de voir quelqu'un qui est hyper humain, qui pour moi, voilà. Après, c'est difficile sur le coup. Sur le coup, moi je suis très dans... t'es dans l'humain de base, c'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure. Donc forcément, ça doit t'impacter, j'imagine. Moi, si le rire est facile, le pleur aussi. Donc les deux vont ensemble. Je peux aussi bien, quand je m'éclate énormément, c'est que j'ai sûrement beaucoup pleuré un autre jour. Tu vois. Autant pleurer de rire, alors là c'est mieux. Ah bah oui, alors ça m'arrive souvent, tu m'étonnes. Mieux. Est-ce que, parce que là, à chaque fois, on a parlé du moment, soit le oui, soit le non, qui te fait... soit éviter l'échec, soit il y en a un et finalement ça ouvre sur autre chose. Mais c'est toujours dans le moment où tu le vis. Est-ce que l'avant, toi, dans la vie de tous les jours, ou avant de vivre un moment qui va être éventuellement un choix, est-ce que tu as peur ou pas? Est-ce que j'ai perdu mon oreillette en même temps? Et merde. Youpi. Bon. Je te réponds là. Attends. J'ai perdu l'oreillette, je tiens à te dire. Et j'ai du coup, en la remettant, appuyé sur le bouton qui fait que ça coupe la communication. Mais je vous jure, à l'image, c'était génial. J'ai perdu l'oreillette. Attends, mais c'était extraordinaire. Je rêve d'avoir filmé ce FaceTime. J'ai vu ton oreillette tomber. Mais comme au ralenti, sur le clavier. C'est une vieille feuille morte qui tomberait avec le vent. Et souvent, quand il se passe un truc comme ça, t'as remarqué, c'est souvent au ralenti. Quand il y a un truc très rigolo ou très difficile, t'as l'impression que ces moments-là sont au ralenti. Et là, vraiment, je l'ai vu tomber. Voilà. C'est mon ratage du podcast. Mon oreillette est tombée. J'ai éteint la communication. Tu m'en fais tousser. Non, je ne suis pas malade. Tout va bien. Bon, mon Dieu, coronavirus. Alors attends, du coup, je sais plus. Alors, je revenais à la peur. Est-ce que t'as peur d'échouer, de rater des trucs avant de... Non, c'est pas possible d'être sérieux. Ils voient encore l'oreillette tomber. J'adore parce qu'on va répondre. Eh bien oui, j'ai peur. Oui, bien sûr. Et en souriant. Oui, j'ai peur. Je vais répondre en éclatant de rire, ça va être super. Ça n'a rien à voir avec la discussion, c'est génial. Mais j'ai encore la vision de cette oreillette qui tombe. Oui, j'ai peur Oui, j'ai peur avant de prendre une décision. C'est ça Oui. Est-ce que dans la vie de tous les jours, échouer te fait peur? Attends, ou est-ce que tu penses pas et Merde, attends. Je vais devoir... Est-ce que tu es sur l'instant et puis voilà quoi. Excuse-moi. Excuse-moi, j'ai eu un petit problème moi-même figé. De casque. Donc c'est le moment casque, à mon avis, du podcast. Quoi, pardon? Du podcast. Ça y est, je t'entends, mais tu vas pisser un peu dans mon micro. Donc, répète la question, parce que du coup, là, c'est... c'est ça, la magie d'un podcast, j'adore. Parce que maintenant, c'est mes écouteurs. Mais oui, de ce coup-ci, ça coupait tout. Bon, bref, on y arrive. Du coup, là... De curse. Pardon? Il y a une sorte de curse sur les écouteurs, comment on dit,
C'est quand on envoie Des mauvaises ondes. Ah merde. Des mauvaises Hein ondes. Ouais, c'est ça, en anglais. Oui, curse. oui, une malédiction. Voilà, une malédiction. Bonsoir Paris, je suis américain. Je sais pas pourquoi le mot vient en The anglais. curse of the écouteur. Yeah, a curse. Donc ouais, bon, du coup, je sais pas. Du coup, est-ce que t'as peur dans la vie ou ou est-ce que t'y penses pas trop? Quand je dois prendre une décision, c'est ça? Ouais, quand il va se passer un truc, genre on parlait de casting tout à l'heure, mettons, voilà, avant le moment. Ou est-ce que après il y a quand même le moment où tu disais maintenant j'y vais en me disant allez tant pis et puis je fais ce que je dois faire Non, et mais c'est tout, mais en fait, bien sûr, j'ai toujours une appréhension ou des choses comme ça, mais je travaille dessus à me dire qu'il n'y a rien de grave, que tout le temps je me dis, mais en revanche, je pense que si je sens quelque chose qui est très important pour moi, qui est vraiment quelque chose que je veux faire, bien évidemment que je vais beaucoup bosser dessus et que du coup, j'aurai peut-être tellement bossé que je vais arriver avec un cadeau énorme et que j'ai envie qu'il soit reçu, bien évidemment, peut-être bien, je sais pas, après tu vois, ça c'est vraiment, à des moments dans les castings, tu as tellement envie de faire un rôle parce que tu le trouves génial que tu veux absolument être pris. Et oui, ça m'arrive d'avoir, mais tout le temps quasiment, sauf que après, tu te rends compte encore une fois que très souvent, ce qu'on t'a vendu, c'est pas vraiment ce que tu vois à l'écran, ouais, et puis que t'as bien fait de pas avoir été pris parce que c'était une galère, ou c'est... Enfin, ouais. mais oui, après avant, coup, mais... ouais. En parlant de peur, en fait, ça me sert de transition pour plus légèrement parler de tes moments à Fort Boyard. Est-ce qu'on peut parler de t'as échoué ou au contraire t'as bien appris sur toi? Je crois que t'as appris sur toi. Ouais. Écoute, je suis parti là-bas sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Moi, c'était un programme que j'avais vu quand j'étais plus petit et je m'étais pas rendu compte que le programme avait évolué avec les années et que choses complètement qui m'avaient l'air complètement possibles dans le domaine de mes possibles, je me suis retrouvé avec des araignées partout, des serpents, des machins, et concrètement, Ouais, t'as fait la tête chercheuse en premier... fait dans le machin, c'est l'espèce de tube où tu passes de Oui, plein ça de boîtes c'était mon d'animaux premier Fort différents. Boyard. Ouais, dans le premier Fort Boyard, je suis tombé sur ça, mais surtout, par exemple, j'ai le premier truc sur lequel je suis tombé. En plus, il est chier. Comme... Le père Fouras ou le... Non, pas le père Fouras aussi, il est rigolo lui. Non, mais je les adore. Non, mais Olivier, tu vois, qui fait genre, il te regarde pas parce que tu vois, il veut te faire peur. Il veut te... Et du coup, au dernier moment, il déblatère son truc et tout. Il est trop fort pour ça. Il est là, blablabla. Donc cette pièce est comme ça. Il faut beaucoup d'intelligence et de perspicacité pour faire ce genre de choses. Ce sera donc le tour de Johan. Et d'un coup, il te fait le Johan, tu sursautes de tout ton corps et tu te dis, ça y est, je vais mourir. Et donc, du coup, tu y vas. Et moi, j'ai toujours, dans ces cas-là, la tête qui se vide. Donc, du coup, je ne sais même pas où je suis, je sais pas ce qui se passe, je comprends rien aux règles. Ouais. Mais ça me fait rire, ça fait partie de moi, donc je trouve ça drôle. Mais en revanche, je veux toujours bien faire, donc... je vais essayer de faire du mieux possible, mais souvent c'est de la merde, tu vois. Enfin, moi, le premier truc avec les seaux d'eau, je me suis pris les seaux d'eau tous sur la tronche alors qu'il fallait les mettre dans le tube, mais c'était tellement difficile. Et en fait, je me suis aperçu à un certain moment, donc j'étais là en train de me juger, en train de me dire « Oh là, t'as raté le premier truc, machin ». Et puis le deuxième... je me suis rendu compte, tout le monde me criait dessus, c'était avec une histoire de ventouse où je devais faire des trucs pas possibles, absolument pas touchés par terre, et c'était très physique du coup. Tu vois, tu devais faire des trucs sur des échelles, des machins, c'était très difficile. Et je me suis aperçu que j'assurais. Et c'est pendant où je me suis dit, putain, mais Johan, t'as de la force, quand tu le veux, là c'était pour une association, donc je le voulais vraiment. Quand tu le veux, tu y arrives. Et ils n'arrêtaient pas de me gueuler de la ventouse, fais attention à la ventouse. Et au moment où, à la fin, j'ai lâché en me disant, ils me font chier avec cette ventouse, je vais l'enlever de là où je l'ai mise, c'est-à-dire mon slip. Et je l'avais mise un peu coincée dans mon slip pour qu'elle tombe pas. Ouais. Et c'est au moment où j'ai voulu leur obéir qu'elle est tombée.
Donc je me suis dit, t'aurais dû aller jusqu'au bout parce que j'étais au bout. J'avais plus qu'à mettre la ventouse sur le truc. Et du coup, là, je suis parti en prison et je me suis dit, ça y est, j'ai fait perdre encore un truc à mon équipe. Mais en même temps, j'avais ressenti, je m'étais dit, putain, bravo Johan, t'aurais pas succombé à leur... Mais bon, en même temps, on est une équipe, tu vois. Je me disais, bon, bah, ils ont sans doute raison. Et là, après, ouais, j'ai vécu les animaux et tout. Et je pensais pas être capable de faire ça, vraiment. Hein. Parce que la baignoire de rats, là, le tunnel dans les rats... Ouais. Et en fait, je me suis aperçu que ma peur originelle, c'est-à-dire ma peur au départ, c'était les rats. Enfin, les serpents, les trucs comme ça. Et que la peur qu'on s'imagine, parce que jamais j'ai été confronté à un tunnel avec Oui, je sais pas, 500 normalement rats. dans la vie de tous les jours ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, voilà. Et ben qu'en fait, quand tu y es et que tu y vas pour, tu vois, là c'est un peu pour sauver ta peau entre guillemets, mais c'est sauver ton association, tu vois. Mais tu veux y aller du coup pour sauver l'association, donc c'est les mêmes paramètres que quand tu veux sauver ta peau dans un vrai, un vrai Quand t'es confronté à un danger, quoi. Ouais. de danger. Et du coup, t'y vas à fond et tu te rends compte, en fait. Et c'est le premier truc que je me suis dit, d'ailleurs on l'entend dans mon premier Fort Boyard, là, à ce moment-là, je me suis dit, je veux pas faire mal aux rats. En fait, je voulais pas, je me suis aperçu qu'ils étaient tout petits. Ça pue, hein, ça chie partout, en plus, c'est absolument pas agréable. Mais je me suis dit, je veux pas leur faire mal. Donc je l'ai poussé pour pas que mes coudes aillent sur eux. Et surtout, à la fin, je suis allé vers l'animalier, j'ai demandé est-ce que ça va, est-ce qu'ils vont bien. Il m'a dit ouais, c'est assez rare les candidats qui s'inquiètent des animaux font derrière. Attention aux animaux. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma peur, c'était plus de les rats, mais c'était de ne pas leur faire mal. Alors que je ne suis absolument pas attiré par des rats. Hein. On est bien d'accord, c'est pas un trip du tout. Donc du coup, c'est pas un animal que j'aimerais avoir chez moi. Pourtant, j'ai eu des rongeurs, c'est assez mignon. Ouais. Et les serpents, pareil. Mais je flippais ma mère, les serpents, mais c'était surtout l'appréhension, en fait. Parce que la réalité, moi, je voulais surtout pas qu'ils aient peur. Tu vois, je me dis, ils sont quand même dans un jeu télé. Oui, c'est pas leur place au départ et du coup, ils comprennent pas non plus. Voilà. Et ouais, voilà. Et moi, je hurle depuis tout à l'heure. Faut pas que je les réveille, quoi. Tu vois, j'étais là, surtout, ils ont rien demandé et moi, je suis en train d'hurler parce qu'ils sont là, quoi. Donc, mais c'était très rigolo. Ouais. J'ai tellement kiffé. Mon premier, mon deuxième, j'ai tout kiffé. Ouais. Et alors qu'un truc commun, genre les mouches. Là, c'est horrible, quoi. J'ai eu les mouches, j'ai eu les crapauds, j'ai eu les cafards, j'ai eu ça c'était dégueulasse, les vers dans les cheveux. Il y avait du gel juste avant sur les cheveux pour faire beau, soi-disant. Et j'ai compris qu'après c'était pour que les vers soient mieux accrochés sûrement à mon gel. Et ça, ça m'est tombé d'au-dessus en plus. Les salopards. C'était gore, ça. Ouais, c'était gore. Mais c'était rigolo. Et les mouches, ça pue. Je tiens à vous dire que dans un cube avec je sais pas combien de milliers de mouches, c'est vraiment, tu vois rien, c'est tout noir. T'es dedans, t'as la tronche dedans, et ben des mouches ça pue. Et je me suis dit, tiens, une mouche ça pue. Voilà, c'est une information du docteur Yo-Yo. Voilà. Les mouches ça pue. Les mouches ça pue. Et donc tu y étais pour des assos, et ça aussi ça fait partie beaucoup de toi, les associations. En fait, dès que tu peux, t'aimes bien aider, quoi. C'est pour moi, il y a pas, je peux pas travailler que pour moi. Il y a un moment, tu vois, tu te dis bon ça va, ok, j'aime ce que je fais, j'aime les partages avec les gens, etc. Je le fais. Mais après, il faut que ça aille plus loin. Au bout d'un moment, quand tu commences à évoluer, tu te dis mais moi là j'ai besoin que ça serve encore plus à quelque chose. C'est-à-dire si on peut jouer quelques jours pour une asso, si on peut aller se battre à Fort Boyard pour une asso, si on peut, je sais pas, présenter. T'as présenté aussi le Téléthon SIDAction. Ouais, c'est ça, j'ai présenté. Ouais, le Téléthon pendant plusieurs années, le SIDAction, aussi des festivals, des choses comme ça pour des assos. Et ça, ça me tient à cœur parce que ça fait partie de mes valeurs vraiment qui me sont propres. Donc, du coup, ça allie mon métier et aider les gens avec ce que je sais faire, quoi. Donc c'est très simple pour moi et en même temps ça me fait tellement de bien de rencontrer aussi la réalité, quoi, d'arrêter avec toutes les paillettes et tout et de te dire ok, peut-être que ce jour-là les paillettes elles seront utiles pour des petits bibounes qui sont dans des fauteuils et tout, et que la façon dont tu peux aborder les choses, ça peut leur et puis ça peut leur apporter quelque chose, et puis tu t'aperçois au final que c'est eux qui t'apportent tout et qui te retournent la tête et
c'est là que tu apprends énormément, quoi. En tant que personne, en tout cas, plus qu'en tant qu'artiste. Ouais. Oui, là pour le coup c'est très personnel. Et du coup, là aussi, comme c'est peut-être plus personnel, t'as aussi la peur de rater un truc, de rater une relation avec quelqu'un, de rater si c'est une présentation pour le coup là avec le Téléthon, si c'est un festival, enfin peu importe. T'as peur de mal faire. Ouais, mais alors le Téléthon, ça m'a permis encore une fois d'être encore plus moi-même parce que du coup, je voulais rencontrer vraiment tous les enfants avant. J'étais pas là pour être l'animateur qui le jour arrive et a bossé ses fiches et puis rencontre les gens qu'il connaît pas, quoi. Et du coup, j'ai rencontré des gamins incroyables et formidables et tout de suite je me suis moi souvent je m'analyse à des moments où je suis pas très à l'aise. Je me dis bon, c'est quoi ce truc là que je ressens? Et du coup je voyais que le handicap, je ne voulais pas être déplacé par rapport au handicap. Et du coup, en fait, je l'ai dit direct. Je me suis dit, comment tu ferais, Johan? Dis-le direct. Et je dis, bon, écoute, est-ce que je peux te faire la bise, te serrer la main? Qu'est-ce qui te convient le mieux? Je sais que tu es en fauteuil, peut-être que tu peux pas bouger, mais avec moi, il faut être super clair et super cool. On va tous dire, donc voilà, est-ce que tu as besoin quand tu as un problème avec la salive, etc. Est-ce que tu as besoin de moi? Il faut être hyper clair, c'est que c'est leur quotidien. Mais il ne faut pas en avoir peur de les... Faut pas ajouter une différence encore, quoi. De ne pas oser demander par rapport à la différence et de faire comme si ça n'existait pas. Ça existe. Faux, ça existe. Ouais, je suis d'accord. Ça existe et du coup, tu te dis, bon, attends, mais que soyons clairs, qu'est-ce que moi, je peux faire pour t'aider? Ou qu'est-ce que moi, je peux faire est-ce que j'ai le droit de te serrer dans mes bras? Est-ce que ça peut te faire mal? Ou pourquoi, mais je vais pas garder mes distances, pourquoi parce que tu moi, vas pas avoir besoin d'aide, que je sois pas du coup déplacé, etc., quoi. C'est ça. Et que du coup, sinon, c'est pas être soi-même, quoi. Et je me dis, moi, si j'ai d'un coup envie de prendre quelqu'un dans mes bras ou de lui faire la bise quand je la vois, ou de lui serrer la main, ou je sais pas, de lui toucher l'épaule, ou de pouvoir l'aider à certains moments, t'as besoin de quoi et comment on fonctionne, du coup, tous les deux, puisqu'on est différents. Donc, du coup, raconte-moi. Et c'est devenu après beaucoup plus facile, même si... c'est toujours un moment où tu te dis j'espère ne pas froisser, voilà, c'est plus ça. Mais quand t'es naturel, je pense que c'est pas, ça peut pas froisser, ça peut pas. Oui. Si tu le fais avec amour et avec bienveillance et c'est pour mieux communiquer, donc et pour mieux s'aimer. Donc du coup, c'est et ça, ouais, c'était des grosses leçons, quoi. Je pensais pas du tout vivre ça, en fait. Donc après, quand on vient t'interviewer. Tu vois, sur ah, mais c'est tellement merveilleux ce que vous faites. Je dis, non, mais s'il te plaît, moi je fais ça une fois par an. Je travaille un mois par an sur le Téléthon. C'est pas moi qui suis super. C'est tous les gens qui travaillent bénévolement. C'est tous les gens qui, toute l'année, ont des enfants et qui font des choses extraordinaires pour leurs enfants. C'est ces enfants-là aussi qui sont extraordinaires. Moi, je suis juste on va dire un lien entre eux. Oui, à un moment précis. Voilà, je suis juste là pour présenter et être avec eux comme une grande bande de potes où il y aurait quelqu'un qui pose des questions, c'est tout. Mais c'est pas moi qui suis formidable. Donc du coup, très souvent, ça me faisait bizarre de répondre à tous ces interviews. Ah, c'est merveilleux, vous allez présenter le Téléthon, mais c'était pas ça qui était important. Pour moi, ce qui était important, c'est tout les sujets qu'on allait aborder, comme voilà, grâce à la science, les enfants par exemple ont la possibilité de vivre beaucoup plus longtemps, donc c'est plus l'adolescence, c'est même le début de l'âge adulte, et du coup la sexualité, comment ça se passe, avoir un copain, une copine, les relations, et tu t'aperçois que faut arrêter avec le trip de handicap, quoi, tu vois. Enfin, un handicapé va pas sortir avec un handicap. Tout ça n'existe pas. L'amour, ça existe et tout le monde. Enfin, le cœur il bat. Tu sais même pas pourquoi pour quelqu'un et basta. Et du coup, j'avais envie de parler de ça, de dire mais c'est tout nouveau pour l'humain. Le grand public. La disons, science voilà. va plus loin, ouais. donc vous êtes en forme, tout va bien, et du coup vous vivez maintenant des choses d'adolescents et de jeunes adultes. Comment ça se passe? Comment tu as rencontré ton copain? Voilà, c'est leur donner la parole, et ça choquait au début quand on en avait parlé avec certaines personnes de la rédaction, etc. Mais en même temps, non, c'est la vie,
C'est ça la vie. On va pas faire genre, on va pas parler d'autre chose, quoi, tu vois, de jeux vidéo et tout. Oui, on peut en parler, mais ça existe aussi et c'est intéressant, je trouve. Oui, puis c'est d'autant plus si la l'endroit. personne veut en parler, bien sûr. Oui, voilà, évidemment, mais c'est d'autant plus l'endroit. C'est le Téléthon, s'ils sont là, entre guillemets, mis à l'honneur pour essayer de récolter des fonds, c'est tout l'intérêt du moment de pouvoir les laisser s'exprimer, quoi. C'est ça, c'est eux les stars. Eh ben c'est beau, c'est beau, et c'est peut-être bien la fin puisque j'ai plus rien d'écrit sur mon petit papier, mon yo-yo. Voilà, non mais je rêve. Voilà, écoute, c'est trop cool. Merci. Ça fait du bien de te parler. D'être passé. Et donc, alors on conclura par finalement, si on retient un peu ce qu'on a pu dire depuis tout à l'heure, c'est que on essaye encore. Évidemment, c'est le nom du podcast, mais surtout en fait, il y a pas de ratage. Si c'est un non, c'est pour un oui après. Ailleurs. Ouais. Par contre, il y a des moments il peut y avoir des moments de doute et de choix. Et ça, ils peuvent être difficiles, c'est vrai. Mais il n'y a pas de ratage. Ça n'existe pas. Mot de la fin. Merci beaucoup, Johan. À bientôt. Merci. Gros bisous. Love you.